messieurs, Afrique Média, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne. Et de nous retrouver au cœur de cette dernière édition de la semaine d'appel sur le continent avec cette grosse panique donc à l'Elysée. Le rôle trouble de la France au Sahel et principalement au Mali est sur le point d'être dévoilé. Les autorités de Bamako ont donc saisi le 16 août le Conseil de sécurité de l'ONU afin de demander une réunion urgente du Conseil de sécurité afin de faire toute la lumière sur le différend qui oppose la France au Mali. En effet, dans sa plainte, Bamako y dénonce une nouvelle fois des violations répétées de l'espace aérien de son pays par la France. Le gouvernement du président de la transition Assimi Goïta avait déjà signalé des incursions similaires en janvier et en avril dernier, tandis que Paris avait nié ces allégations. Abdoulaye Diop affirme dans son courrier disposer cette fois-là des preuves et être prêt à les présenter au Conseil de sécurité. Dans la même lettre, le diplomate malien affirme aussi à détenir les éléments qui indiqueraient que la France avait collecté des renseignements au Mali afin de les fournir à certains groupes terroristes. Et bien, côté de la France, on essaye clairement on essaye de se justifier, mais surtout de refuser d'accepter effectivement ces accusations portées par l'État de Bamako sur la violation répétée de son espace aérien. Et nous, ce soir, on tentera d'apprécier avoir une lecture géopolitique autour de cette accusation portée donc au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies par le Mali. Est-ce que cette plainte va prospérer? Si oui, quels sont quels risques court donc la France après ces accusations portées au sein du Conseil de sécurité de l'ONU? La question est donc au centre des débats dans le cadre de cette édition d'appel sur le continent. Merci à vous, monsieur, de nous retrouver dans cette édition du 19 août 2022. Dans un instant, le débat avec notre seul invité, le président Banakani. Afrique Média. Le monde, c'est nous. Eh bien, merci, monsieur, de nous retrouver donc au cœur de cette autre édition d'appel sur le continent. Édition qui joue, on va dire, les prolongations autour de ce bras de fer qui persiste davantage entre la France et le Mali sur les questions d'intégrité, mais surtout de souveraineté du peuple malien, avec cette nouvelle correspondance, du moins ces accusations portées contre l'État de la France au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, accusé d'espionnage, mais surtout de violer de manière répétée, délibérée l'espace aérien malien. Les autorités de Bamako veulent donc cette fois-là l'arbitrage du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le regard géopolitique autour de ce fait d'actualité, c'est avec vous, président André Mbandakani, puisque vous êtes notre seul invité à cette édition. Bonsoir, bienvenue, président. Bonsoir, mon cher Fabrice Ndoum, j'espère que vous allez bien. Tout à fait. J'ai transmis mes remerciements pour tout ce que vous avez fait pour le succès du 6e congrès panafricaniste. En votre absence, mais j'ose croire que vous les avez reçus. Absolument. J'ose croire que ma fille à la maison se porte bien. Parfaitement, président. Et si elle nous suit, je lui fais un coucou particulier. Elle pour qui j'ai une attention particulière. Alors, je salue tous ceux qui sont attachés à cette émission. C'est une des émissions phares de notre télévision parce qu'elle est dédiée aux téléspectateurs. Tout à fait. Voilà, donc je les salue. Je salue les techniciens et mes encouragements qui doivent travailler très dur pour maintenir nos émissions à des niveaux de standard technique appropriés. Et pour le reste, merci de m'avoir invité. Président, nous allons rentrer de plein pied autour de ce fait d'actualité. On ne vous a pas encore écouté sur cette actualité. Le Mali qui a donc porté des accusations au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la violation répétée, mais surtout délibérée de son espace aérien par les aéronefs, mais surtout les drones français. Pour beaucoup, c'est déjà qu'une victoire, davantage une victoire d'étape, que d'arriver à ce niveau de responsabilité de la part de l'État central de Bamako. Quelle lecture peut-on faire, lecture géopolitique autour de ce fait d'actualité, président Mbandakani? Premièrement, il ne faut pas tomber dans le piège de nos ennemis, comme je le dis toujours, en reprenant leurs éléments de langage. La géopolitique est, entre autres, essentiellement une affaire de maîtriser les éléments de langage et de savoir mettre chaque élément de langage à sa place. Parce que la désignation d'une situation est un facteur majeur pour déterminer l'issue des enjeux qui sont au cœur de cette situation.
Donc, il faut corriger les éléments de langage. Ce n'est pas un affrontement France-Mali. Je suis désolé de dire ça parce que nous reprenons là, on reprend les éléments de langage. L'affrontement, ce qui se passe au Mali, c'est l'épicentre tectonique, c'est-à-dire extrêmement dynamique, c'est pas d'une guerre géopolitique à l'échelon mondial où le destin de l'Afrique se joue. Quand on dit que c'est la France contre le Mali, ça veut dire que d'autres pays africains ne sont pas concernés. Ça veut dire que les Africains ne sont pas concernés au niveau des peuples et des individus. Ça veut dire que c'est une affaire qui regarde le Mali et la France. C'est faux. C'est faux parce que non seulement la France n'était que la face visible d'un iceberg géopolitique qui est l'OTAN, c'est-à-dire l'Europe qui est l'OTAN dirigé par l'État criminel terroriste qu'on appelle les États-Unis. Et que de l'autre côté, le Mali qui est en première ligne dans ce combat, c'est l'enjeu du Sahel et ses immenses richesses, mais aussi une porte d'entrée pour la recolonisation du continent africain. Donc il faut poser les termes sur la table tels qu'ils doivent être présentés. Et ne pas reprendre les éléments de langage. Donc vous voyez que quand on corrige ça, les choses sont claires. Les choses changent. Ça change. Donc c'est l'Afrique. C'est l'Afrique qui est en guerre contre l'OTAN. C'est de cela qu'il s'agit. Parce que le fait qu'on ait corrigé la France et la mettre pratiquement hors jeu, c'est pas hors jeu, même si elle a la capacité de puissance, c'est évident, mais elle est pratiquement hors jeu, a fait qu'aujourd'hui, on est en face d'une accélération de ce conflit sahélien, de l'épicentre sahélien, qui met maintenant en première ligne l'OTAN. Même si la France, pour des raisons historiques et des raisons propres à l'État français, paraît être en première ligne pour s'agiter, mais il ne faut pas rêver, le président français n'est qu'un petit agent, n'est-ce pas, de la pègre mondialiste internationale. C'est de cela qu'il s'agit. Alors ça change la donne. Donc, alors, si je me fie à votre titre, que risque la France? Ce n'est pas la France qui risque. Elle risque en tant que gendarme, mais ses patrons risquent aussi. C'est pour ça que ce qui se passe à l'ONU, avec la plainte du Mali, le Conseil de sécurité, c'est un enjeu global. Et les pays africains doivent s'approprier tout ce dossier. C'est-à-dire, chacun à sa manière. Ceux qui aiment agir sans parler, qu'ils agissent sans parler. Ceux qui peuvent parler, qu'ils parlent, comme on est en train de faire ici. Et que les alliés du Mali, au niveau global, prennent leurs responsabilités. Parce que de quoi est-ce qu'il s'agit maintenant? Parce que vous voulez que je descende dans de fait. Fabrice Noum, qu'est-ce qu'on dit là que nous, ça fait 12 ans qu'on a commencé à dire ça ici. Ouais. Ça fait 12 ans que nous, ici, on dit que le terrorisme est une création. Les terroristes sont une création, n'est-ce pas, des officines de la pègre mondialiste mondiale dirigée par l'OTAN. Et qu'à ce niveau, la France n'est qu'un petit sous-traitant de service qui, n'est-ce pas, en collaboration avec, en deal avec l'Arabie Saoudite, le Qatar, je ne sais pas, quelques Émirats, sous-traite, n'est-ce pas, dans le cadre d'une organisation globale qui vise à maintenir les Africains dans l'esclavage, pour ne parler que de l'Afrique, mais à maintenir la domination occidentale sur le monde. Donc, ça dit que c'est dans ça qu'il faut bien comprendre cette affaire. Nous l'avons dit depuis, nous avons dit que les terroristes ne sont c'est une création de toutes pièces de ces gens-là. Nous avons convoqué des éléments, à défaut de notre voix, que certains ont voulu ridiculiser, mais allez voir Wikileaks. Wikileaks maintenant est public, hein. Wikileaks est public, on vous donne les noms, on vous dit comment tout ça a été créé, comment c'est fait, comment ça a été créé, comment c'est organisé. On vous explique ce qu'on appelle une menace, non, ce qu'on appelle la nécessité géopolitique d'un ennemi. Un ennemi en géopolitique. C'est-à-dire que vous allez comprendre les fondamentaux de la géopolitique, c'est-à-dire qu'une puissance, par exemple, comme les États-Unis, ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas un ennemi. Si elle n'a pas réellement, elle en crée. Parce que c'est la contrepartie indépassable, nécessaire de sa toute puissance militaro-industrielle et maintenant militaro-médicale, militaro-biologique, n'est-ce pas? Donc, pour se maintenir d'abord à l'intérieur, en termes de souder une cohésion, n'est-ce pas, entre cet appareil, cet état profond,
qui travaillent contre le peuple, mais qui doivent faire croire au peuple qu'ils ont un même destin. Ce sont des fondamentaux. Donc, le terrorisme, quand la guerre froide est terminée et que l'Empire soviétique est tombé, il n'était pas possible pour l'Occident de ne pas créer un ennemi. Et l'ennemi naturel qui se prêtait à ce rôle, c'est le terrorisme. Puisqu'ils ont même commencé à le faire en Afghanistan et partout avant. Ils ont simplement généralisé, n'est-ce pas, un facteur géopolitique qu'ils avaient commencé à travailler dans des épicentres comme en Afghanistan et ailleurs, n'est-ce pas, et ailleurs. Donc c'est important de rappeler ça, que ça fait 12 ans que nous on dit ça, et dernièrement, quelques années, il y a 1 ou 2 ans, le Premier ministre malien, Choguel Maïga, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement, rapidement, il est important pour nous, monsieur le Premier ministre, a dit que toutes ces choses-là sont documentées. Et les gens croyaient que c'était la blague. Il a dit que tout ça sont des choses documentées. Vous croyez qu'un État comme le Mali, dans la situation actuelle, va risquer sa crédibilité internationale en vous racontant des histoires que nous avons les preuves à la main sur l'ONU? Non, parce que si le Mali rate ça, c'est sa crédibilité qui est engagée. Donc ce n'est pas un jeu. Tout ça a été bien documenté. Et on se rappelle, président Madakani, de la démarche de la Russie dans son opération militaire spéciale du côté de l'Ukraine. À un moment donné, la communauté internationale avait voulu, du moins ça avait convoqué le Conseil de sécurité des Nations Unies, une réunion d'urgence pour tenter d'incriminer la Russie. Et la Russie avait dit qu'elle avait documenté toutes ses actions pour permettre d'aller se justifier. Et on sait ce qu'il en est. Suivi, c'est que cette réunion n'avait jamais eu lieu parce qu'il s'était rendu compte que la Russie avait documenté toutes ses actions du côté de l'Ukraine. On est aujourd'hui dans un cas pareil du Mali qui a suffisamment de documents qui sont capables d'accabler aujourd'hui la France. Et la question de fond essaie de savoir est-ce que cette réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies va avoir lieu. Mais le Mali a demandé une réunion du Conseil de sécurité. Le Mali a des partenaires au niveau global qui vont certainement appuyer sa demande. Le premier enjeu de cette affaire, c'est que d'abord, on est là dans une montée en puissance au niveau de la graduation de la perte de crédibilité de l'Occident au niveau des mentalités africaines. Parce que la première victoire, c'est là-bas. C'est à ce niveau que ça se joue. Il faut achever le discrédit de l'Occident au niveau des populations africaines. Donc à chaque fois qu'il y a un élément qui va dans ce sens, c'est une très grande victoire. Et là, c'est un dossier qui va faire avancer parce qu'une fois de plus, on va voir la preuve, n'est-ce pas, du caractère criminel de l'État français qui se comporte en la matière comme une véritable pègre. C'est-à-dire la pègre d'État. Là, on va voir la preuve, n'est-ce pas, à ce niveau-là. Et ça va crédibiliser davantage le discours panafricaniste. Parce que nous, on a eu l'avantage de dire ces choses-là longtemps, avant tout le monde. Il faut rappeler ça. Donc, c'est toute la stratégie de la communauté dite internationale dans le Sahel qui est en jeu dans cette affaire. Parce que si le Conseil de sécurité refuse d'enrôler l'affaire, c'est terminé. Ça veut dire que le monde entier va constater, n'est-ce pas, et les peuples occidentaux vont constater le fait que le degré de criminalité de leur État n'a plus de limite. Il n'a plus de limite. C'est de cela qu'il s'agit. Je ne rêve pas, il ne faut pas rêver. Hein. L'ONU, c'est quoi? Une réunion, pour qu'une réunion ait lieu à l'ONU, il faut que les membres du Conseil de sécurité l'enrôlent en dernière instance. Donc, ils peuvent, le secrétaire général n'a aucun pouvoir. C'est un petit rapporteur. En dernière instance. Quand ses patrons américains, français et anglais bloquent, il reste tranquille. On l'a constaté à plusieurs reprises que c'est un valet de la communauté internationale qui est une entité étrange dans ce qu'on appelle le droit international, mais qui dirige pourtant, n'est-ce pas, l'ONU. C'est-à-dire que la communauté internationale, ce concept, cette réalité, cette entité n'a aucune existence légale, n'a aucun droit légal. Mais c'est elle qui régente le Conseil de sécurité. Pourquoi? Pour éviter des situations comme ça, justement. Les Occidentaux ont créé, ils ont l'air de créer des structures informelles qui court-circuitent les structures formelles au niveau international. Et les vident de tout contenu, on le sait. Mais ce qu'a fait le Mali est très important. Parce que c'est le monde entier qui va voir en mondovision, c'est-à-dire en plein jour, les crimes de l'État français au Mali. Mais pas l'État français seul. Tous ses partenaires, l'Union européenne. Et
et ensuite les États-Unis. Qu'a dit l'Union européenne? Je cite l'Allemagne et tous les pays qui ont osé voulu, qui ont joué le jeu au niveau du Sahel. Ça, c'est le premier. Puisque l'a évoqué, est aujourd'hui en train de vouloir jouer le relais même au cœur de ce rôle trouble dans le Sahel. On a vu ces récentes positions au sein de la MINUSMA devant la volonté du Mali de vouloir reconquérir sa souveraineté. On connaissait l'Allemagne dans un soft power, mais aujourd'hui, on a peut-être l'impression qu'elle commence à durcir, j'ai envie de dire, son ton au sein du Sahel. Est-ce qu'elle serait, je parle de l'Allemagne, serait aujourd'hui en train de remplacer techniquement la France dans ce rôle trouble-là? L'Allemagne n'a jamais renoncé à ses ambitions impérialistes au niveau de l'Afrique. L'État allemand, c'est un État colonial. N'oubliez pas ça. Elle a seulement été déclassée sur ce terrain par la nouvelle puissance coloniale, la France et peut-être l'Angleterre. Mais c'est un État colonial. Après, il y a eu l'épisode nazi. Bon, la défaite allemande, durant les deux guerres, l'entre-deux guerres, durant les deux guerres mondiales en 1945, l'a amené, n'est-ce pas, sur la pluie de sanctions, à perdre, n'est-ce pas, à perdre un peu son rang au niveau international, mais sa puissance économique, qu'elle a su maintenir, qu'elle a su retrouver, lui donne un rôle de premier plan en Europe. Et quand on regarde la situation économique de l'Allemagne, qui a besoin des matières premières stratégiques, elle ne peut que, n'est-ce pas, se lancer, retrouver ses velléités impérialistes d'hier. La ministre des Affaires étrangères allemande, c'est un cas particulier. Hein. Elle vous rappelle celle qu'on appelle von Leyen, l'Union européenne, une faussaire. C'est-à-dire, elle vit de faux, sa biographie faussée, les diplômes sont faux. Je vous dis, hein, c'est Annalena là, elle a un nom compliqué là. Braunberg, c'est quoi là? Elle est comme, elle dit, von Leyen. Et vous vous demandez pourquoi des pareilles personnes arrivent, n'est-ce pas, dans les hautes fonctions. Ce n'est pas le fait du hasard. Parce que des pareilles personnes, quand elles sont dans les hautes fonctions, on les tient à travers leur sale parcours, elles sont capables de faire n'importe quoi. Parce qu'on les tient. On le tient. Donc vous avez von Leyen, vous avez la ministre des Affaires étrangères allemande. Donc vous voyez le comportement qu'ils affichent. Donc pour ça, l'Allemagne va marcher de main dans la main dans l'Union européenne quand ça sera nécessaire, mais à défaut de l'Union européenne, elle va poursuivre ses objectifs à titre au niveau étatique. N'oubliez pas qu'il y a une alliance géopolitique majeure entre l'Allemagne et l'OTAN, puisque le siège de l'OTAN, c'est où? Son siège opérationnel, n'oubliez pas, c'est à Francfort, en Allemagne. C'est en Allemagne. Donc, ce n'est pas des choses de l'Allemagne. L'agitation de l'Allemagne, ce n'est pas le fait du hasard. C'est-à-dire que la structure de l'État allemand la prédispose et l'oblige, n'est-ce pas, dans le contexte actuel, de se lancer, n'est-ce pas, c'est-à-dire de donner du contenu concret au fait qu'elle n'a jamais renoncé à ses anciennes colonies. Elle les réclame depuis, dans le cadre de leurs accords secrets. L'Allemagne estime qu'on lui a lâché ses colonies, on leur a dû le remettre. À défaut de ça, qu'on lui compense, ça par une place au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce sont des dossiers qui sont sur la table dans leur réunion secrète et ils ne jouent pas avec ça, quoi. Alors, la situation actuelle de la France, n'est-ce pas, peut justement amener le gouvernement à être plus offensif, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, jouer ce rôle-là, pour essayer de combler un vide d'une manière ou d'une autre. Vous ajoutez à ça les incertitudes qui planent sur l'avenir de l'Union européenne, qui planent avec son écho, qui peut s'effondrer à tout moment, et cette Union européenne qui peut se disloquer à tout moment. Donc vous voyez que il y a eu le Brexit, un Frexit n'est pas exclu, et je ne sais pas comment on va appeler l'Allemagne, c'est quoi, je ne sais pas comment on va appeler ça, mais bon. L'Allemagne Frexit, en attendant qu'on trouve le mot, tout ça ne sont pas exclus au regard de la situation aujourd'hui qui prévoit en Europe. Donc ça c'était pour le premier enjeu. Le deuxième enjeu de cette affaire, de manière plus fondamentale, c'est que les alliances globales, n'est-ce pas, qui s'affrontent dans l'épicentre du Sahel, c'est-à-dire d'un côté l'OTAN et de l'autre côté l'alliance des BRICS et tout ce qui tourne autour, et de l'autre côté les accords bilatéraux directs qui lient le Mali à la Russie. On prend cet exemple-là parce que, contrairement à ce que les gens pensent, la Russie n'est pas le seul partenaire du Mali. Donc vont s'affronter. Et au niveau du Conseil de sécurité, c'est la Chine, c'est la Russie, c'est face à la communauté internationale autoproclamée, la France, l'Angleterre et les États-Unis. Alors, dans de pareilles situations, il arrive souvent qu'il y ait des négociations. C'est-à-dire que pour préserver l'essentiel,
Alors, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de dire que les négociations entre les puissances, dans un pareil contexte, la Russie, la Chine, s'il s'avérait qu'il y ait une négociation au niveau du Conseil de sécurité pour trouver une solution négociée, que ça serait une trahison. L'État malien veille très bien sur ces choses-là. L'État malien veille. Mais c'est une issue qu'il ne faut pas écarter. C'est-à-dire que quand une puissance est coincée comme ça au Conseil de sécurité comme la France, ils ont tendance à négocier, à dire que bon, ok, moi j'ai ça dans mon... j'ai ce caoutchouc dans ma chaussure, mais toi aussi tu en as ici. Donc, essayons de voir ce qu'on peut faire. Moi, je ne souhaite pas humilier dans cette situation. Ça, c'est un des scénarios. Mais dans ce cas, que gagnerait le Mali? Le Mali va gagner toujours, parce que c'est le Mali qui a l'épreuve. Ce n'est pas la Russie qui a l'épreuve, c'est le Mali qui a l'épreuve, et c'est le Mali qui a engagé la procédure. Même si le Mali siège au sein du Conseil de sécurité. sécurité. Bien sûr, c'est elle qui a l'épreuve, c'est dans la preuve, c'est elle qui a porté plainte. Donc le Mali va gagner toujours. Elle a déjà gagné. Parce que c'est la première fois, ça fait très longtemps, ça fait bientôt des siècles, qu'on n'a pas vu un État africain arriver à ce niveau d'affirmation géopolitique, d'affirmation en termes de dignité, en termes d'indépendance, en termes de défense de ses intérêts. On est là dans quelque chose de très gros et de très fort. Contrairement à ce que certains courants africains veulent laisser croire, on fait l'impasse dessus, c'était rien. C'est une bombe historique qui était là devant nous. À tout point de vue, c'est un indicateur de l'accélération de la situation géopolitique en Afrique dans le sens, n'est-ce pas, du basculement panafricaniste. C'est cela qui occure cette affaire. Donc, la France fera comment? Comment elle va faire? Parce que ça ne sert à rien de brailler. Tout ce qui reste à la France, c'est d'essayer de passer par derrière, essayer de flatter les partenaires du Mali pour dire que non, négocions en cachette, machin et consort. Elle fera quoi? Il y a les preuves. Ce n'est pas un débat, il y a les preuves. Bon, même à l'heure actuelle, ne vous fiez pas à certaines apparences. Les Américains, par exemple, sont cet État criminel, je vais me préciser toujours, savourent, c'est-à-dire ils savourent cette joie de liquider la France pour occuper tout l'espace. Ça, c'est connu derrière l'unité de façade qui est là, c'est que les Américains n'hésitent pas à liquider la France sur le terrain géopolitique en Afrique pour prendre les devants. C'est-à-dire que l'argent, n'est-ce pas, qu'on donne aux gendarmes, on va prendre ça, on gère parce que le gendarme est incompétent. Et d'un côté, la France, l'État français, l'appareil d'État français, je ne dis pas M. Macron, lui il est un Français de peau, mais c'est un mondialiste, c'est connu. Donc lui, il s'en fout de la France. La France pour lui, c'est un label sur lequel il marche pour défendre les projets mondialistes. Mais il y a quand même un appareil d'État historique en France qui, n'est-ce pas, au nom d'une certaine idée de la France, n'est-ce pas, n'accepte pas, n'est-ce pas, cette façon pour les Américains de liquider le prestige et la grandeur de la France. Mais pour ça, il faut régler la question de M. Macron et la question de Joe Biden, parce qu'il y a une alliance entre Macron et Joe Biden. Ça, c'est élémentaire. Donc, il faut régler cette question. Donc, vous avez, c'est une plaque géopolitique extrêmement dynamique, extrêmement complexe, mais dont les lignes de résistance, comment on appelle ça, les tendances lourdes sont celles que je suis en train de vous mettre sur la table. L'autre enjeu, c'est le plus fondamental de mon point de vue, et c'est ça qui est très important, c'est que le Mali a repris l'initiative diplomatique face à l'offensive de la France qui a voulu, à travers la résolution autorisant la MINUSMA à enquêter sur les droits de l'homme, avec la couverture qu'elle voulait pour perpétrer les actions terroristes et assassiner Assimi Goïta et renverser le régime malien. Il faut dire les choses claires, c'est ce que montrent les dernières attaques de Kati. Donc vous voyez comment la plus grande base militaire du pays. Alors la sophistication du matériel et de la démarche en termes de stratégie prouve qu'on est arrivé à un autre niveau. Des drones ont été mobilisés, il y a une coordination entre les drones et les terroristes, entre les unités terroristes, entre guillemets, des forces spéciales, n'est-ce pas? Les terroristes, ça veut dire les forces spéciales françaises, de leurs valets ivoiriens, et Nigériens, tous ces gens que la France a sous la main là et tout. Vous voyez comment ça a été fait maintenant. Ce n'est pas la population qu'on a visée. Il était question d'en finir avec Assimi Goïta et le régime malien. Donc il faut cette ouverture-là à la France au niveau des Nations Unies pour essayer, n'est-ce pas, de légitimer, de couvrir ces crimes. Comme ça a toujours été le cas. En Libye, en Côte d'Ivoire, partout, vous connaissez la résolution des Nations Unies quand on regarde les pays africains. Donc, là, le Mali a tout renversé. Ça a commencé avec l'arrestation des 49 mercenaires militaires ivoiriens.
Et là, l'expulsion du porte-parole de la MINUSMA, je crois, c'était lui, je crois. On l'a expulsé parce que c'est un petit sauvageon, n'est-ce pas? Et maintenant, cette affaire où on va à l'ONU, le Mali passe à l'offensive à un niveau très puissant. Dans un contexte même où il va être même difficile pour la France même d'essayer, je le dis, de négocier même dans le cadre traditionnel des négociations entre puissances et le Conseil de sécurité. Parce qu'à l'heure actuelle, la dernière nouvelle, c'est que Poutine considère que la France n'est pas un pays ami. Il a dit, Poutine considère que la France n'est plus un pays ami. Ça a une signification au niveau géopolitique. On ne traite pas un pays qui n'est pas un ennemi, mais qui n'est pas un pays ami, de la même manière comme on est un pays avec qui on a des accords bilatéraux de coopération fortes, comme ceux qui lient le Mali, n'est-ce pas, à la Russie. Donc on est dans cette donne-là. Les relations entre le président Poutine et le petit valet de l'Élysée, n'est-ce pas, se sont détériorés ces jours-ci, et vous avez vu, à la faveur de sa visite foireuse au Cameroun, comment il s'est comporté. En pleine visite officielle, il s'est mis à attaquer violemment la Russie, à s'agiter, à attaquer le Mali, attaquer le Centrafrique, dans des termes, n'est-ce pas, de sauvagerie diplomatique à nulle autre part, pareil, montrant par là la faiblesse de la France. C'est-à-dire que parce que avant, la France, qu'elle contrôlait son blé carré, ne criait pas comme ça. Vous dérangez la France, un matin, elle est finie comme vous a renversé, et que vous mangez la chair humaine. Et c'était fini pour vous. On vous débarquait. Maintenant, la France, M. Macron est obligé de pleurer parce que c'est la seule chose qui lui reste à faire. Il est impuissant devant les situations. Donc cette impuissance géopolitique, c'est ça, n'est-ce pas, qui est derrière la démarche du Mali. Mais c'est quand même osé ça. Ça fait combien d'années, de siècles on n'a pas vu ça? Combien de siècles on n'a pas vu ça? Alors il y a une accélération de l'histoire en Afrique qui est extraordinaire. Et que le Mali porte, pas seulement le Mali. On peut parler actuellement au niveau de l'Afrique centrale, vous savez qu'il y a une dynamique de fusion entre la CEAC et la CEMAC. Et ce n'est pas placé sous les auspices de l'Occident. Donc, il y a des dynamiques, et vous savez, les anti-biaistes primaires, quand ils voient ça, ils ne parlent pas, ils ne disent rien. Tous ces gens-là qui ont voulu présenter l'Afrique centrale comme un lieu de ténèbres où rien ne bouge, ils sont tellement, c'est ainsi mal en point, qu'ils parlent pas, disent qu'ils ne savent pas quoi faire, mais les faits sont là. Les faits sont là. Bon, nous on dit ça depuis. Les faits confirment ce que nous on dit depuis des années. Ce n'est pas de notre faute si on est plus vigilant, pour rester humble, vigilant, pour analyser cette situation-là, et qu'on assume un rôle d'avant-gardiste historique. On assume. Donc, où est que la situation, n'est-ce pas, qui prévaut dans le champ géopolitique mondial en général, et dans les épicentres qui relaient ces mutations géopolitiques au niveau africain, nous donne un thermomètre de situation où, mais ça bouge dans le bon sens. Ça bouge dans le bon sens. Et cette plainte, n'est-ce pas, qui est portée contre la sécurité, est un peu la quintessence de cette Afrique panafricaniste qui est debout et qui n'entend plus pour rien au monde, n'est-ce pas, céder sur les questions essentielles, n'est-ce pas, de sa survie, de son indépendance, de sa souveraineté et de la dignité de sa population, mais surtout de ses responsabilités internationales. Moi, je vous rappelle que le Mali est l'un des rares pays au monde, le premier, à reconnaître la République de Donetsk et de Lugansk. Et surtout celle de Taïwan, l'île de Taïwan comme appartenant à la Chine. Elle a réagi au niveau de la Chine. Elle a publié. Officiellement. Donc, il y a là une affirmation de nos responsabilités internationales que ça fait des siècles. Aucun pays africain n'osait. Tellement on était écrasé par l'impérialisme occidental, on était massacré par la France, qu'il n'y a même pas le temps de penser aux choses comme ça. C'était réservé à la France. C'est qui se prononçait sur tous les dossiers internationaux pour le compte de l'Afrique. Le jour un pays africain parlait, c'est que la France lui avait autorisé que bon, parle un peu. Ce dossier, il ne faut pas qu'on voit la France. Toi, parle un peu. Quand tu vas parler, démine-nous le terrain, nous on va intervenir à un niveau élevé. C'est à ce niveau où on était. Mais regardez aujourd'hui, regardez l'Afrique aujourd'hui. Qu'il y ait des États qui détraitent, qu'il y ait des Bazoum, des Ouattara qu'on sort, ça ne nous intéresse pas. Ils seront balayés par l'histoire, mais ce qui est important, c'est la dynamique. C'est la dynamique au niveau de la véritable société civile, au niveau de la vraie opinion publique, au niveau des présidents qui se démarquent et qui prennent de plus en plus d'initiatives. Vous comprenez? Même un monsieur comme Tshisekedi, qui fait honte à l'Afrique, mais il a été obligé de constater que ce soit des parrains américains ne peuvent rien contre lui. Ils l'ont rapidement livré à un petit État. Je ne dis pas au petit peuple rwandais. Petit État
pas par le peuple rwandais, dirigé par Kagame, ce supplétif génocidaire, n'est-ce pas? Il a vu comment les Américains, on lui a dit que monsieur, on ne sanctionne pas le Rwanda. Et il a compris que le peuple a raison de commencer à faire des manifestations pour dire la Russie vient et il commence à ouvrir les dieux. Donc ça bouge, et c'est dans ce sens, c'est dans cette perspective qu'il faut inscrire ce dossier au Conseil de sécurité. Donc résumons-nous rapidement. Il ne s'agit pas de rêver. Nous n'avons jamais dit que l'ONU est un endroit où on rend justice. C'est une organisation criminelle à distinguer des membres de l'ONU. Attention, quand on dit que l'ONU est une organisation criminelle, nous parlons de l'ONU en tant que structure fêtière. Nous ne parlons pas des États qui en sont membres. Les États criminels de l'ONU, on les connaît, c'est la France, les États-Unis, ce sont l'Angleterre. Pas les États criminels de l'Union européenne, de l'ONU et leur supplétif. Mais nous parlons de l'ONU. C'est une organisation criminelle parce qu'elle est aujourd'hui au cœur de tous les complots contre le continent africain. Des complots d'une grande intensité criminelle. C'est de la criminalité de haut niveau, l'ONU. Alors, on n'attend pas de l'ONU qu'elle dise la vérité, qu'elle fasse de la justice en ce qui concerne l'Afrique. Mais c'est un théâtre. Je veux dire quoi? C'est une plateforme qui a une portée symbolique majeure au niveau de la résonance en termes d'universalité qu'on lui a fabriquée, qu'on lui a donné. Et à ce moment-là, le Mali fait très bien, en termes de sagesse diplomatique, d'aller agiter, vous comprenez, d'aller agiter cette plateforme qui revendique l'universalité. Eh bien, tu es universel, ok. Voilà donc, voilà, toi qui n'aimes pas le terrorisme, voilà donc un membre du Conseil de sécurité qui est pris en flagrant délit de propagation, n'est-ce pas, de formation, d'entraînement, n'est-ce pas, de protection des groupes terroristes. Voici les preuves. Alors nous, on va regarder l'ONU. Vous savez que le dossier ukrainien a montré la face du monde que cette organisation est dépassée par les événements. Absolument. Et aujourd'hui, pour exister, monsieur le secrétaire général de l'ONU, ils sont obligés de louvoyer entre de la Russie, ils louvoient. Et bon, maintenant, elle existe encore parce que les puissances, dans leur combat géopolitique, ont besoin de l'utiliser encore pour un temps. Mais bientôt, mon cher Ndoum, lorsque les avancées géopolitiques vont entrer dans la phase d'une irréversibilité opérationnelle, vous devez voir que les jours de ce machin sont comptés. D'ailleurs, la Russie était claire. Il faut un veto au Conseil de sécurité pour l'Afrique. Ce n'est pas notre position. Hein. Nous, on ne veut pas un veto pour l'Afrique. Parce que nous, on veut un veto. Il faut réformer ce machin, tous les pays. Ben, il faut que l'ONU soit une organisation démocratique. Pourquoi l'ONU dit que la démocratie est une bonne chose? Et à l'ONU, il n'y a pas de démocratie. Il y a les grands États, il y a les petits. Un pays, une voix. Et cette affaire de Conseil de sécurité est dissoute complètement. Parce qu'elle ne sert à rien. Elle est dissoute et on la réorganise dans le sens de la mettre en cohérence avec les enjeux nouveaux du monde. Vous comprenez ça? Mais c'est déjà un pas que la Russie dise, soit en première ligne pour dire que monsieur, non demande un droit de veto pour le continent africain. C'est la seule puissance du Conseil de sécurité qui le dit. C'est la seule. L'Occident ne l'a jamais dit. Même la Chine n'a pas encore dit. La Russie dit qu'il faut un droit de veto. Mais il y a plus, mon cher Fabrice, la Russie a dit que nous allons équiper les armées africaines d'armes de pointe. 1. 2. Nous allons amener l'Afrique dans l'espace. Bon, entre les deux, il y a une chose qu'on ne dit pas, je ne vais pas le dire ici. On va doter les Africains des armes stratégiques, décisives. Ce n'est pas de la philanthropie, non. Non. Je l'ai dit ici, fatigué, que la civile de la Russie a construit des alliances globales qui correspondent à sa vocation géopolitique. Et l'Afrique est le continent qui, par excellence, est le meilleur partenaire naturel de la Russie. Donc, convergence d'intérêts, je l'ai dit ici, qui aboutit donc au plan géopolitique et au plan géomilitaire, donc au plan stratégique, n'est-ce pas, à cette nouvelle donne géopolitique et géomilitaire, cette nouvelle donne stratégique. Ceux qui font de la géostratégie comprennent quand je parle de stratégique. C'est-à-dire quand on dit stratégie, on est au niveau de l'équilibre des puissances au niveau mondial. Au niveau militaire, à l'échelle mondiale. C'est ça qu'on appelle les questions stratégiques. Vous comprenez un peu. Donc, vous voyez qu'on arrive à une situation où, mon cher ami, la Russie comprend que pour sa survie en tant qu'État, il ne s'agit pas seulement de sécuriser une profondeur russe.
même en Ukraine. Il est question d'équilibrer la puissance dans une nouvelle donne mondiale sur le plan géomilitaire qui fait que l'Afrique soit désormais dans le rang des puissances stratégiques. C'est ça que ça veut dire. Mais ça, c'est une révolution au niveau de la scène stratégique mondiale. C'est une révolution. Et je dis encore, allez prendre le soin de lire les documents de géopolitique russe. Vous allez comprendre que ce n'est pas un jeu, que ce n'est pas une affaire, que l'activation de cette vieille alliance historique entre la Russie et les pays africains, ce n'est pas un jeu. C'est le sang désormais de la géopolitique mondiale et permettra de liquider les chaînes des esclavagistes occidentaux sur l'Afrique et de renouveler le monde. Président, apprécions cette fois-là la réaction de la classe politique française face à cette plainte. Il y a d'ailleurs le général Bruno Béral qui pense que c'est une véritable insulte que de dire que la France arme le terrorisme du côté du Sahel. Bien plus, on va me rappeler ce fait historique pour permettre aux téléspectateurs de comprendre davantage la filouterie communicationnelle, on va dire, des officiels français. Sur le cas de l'intervention en janvier 2013, ils disent d'ailleurs que si la France n'avait pas intervenu, vous connaissez très bien ce fait historique, les djihadistes étaient allés jusqu'à Kona, qui est à 53 km de Mopti. Rien ne pouvait les arrêter si ce n'était l'intervention de Sévéra, je me souviens très bien, pour sauver l'État central de Bamako. Là, on sait bien qu'on connaissait les alliances qu'il y avait entre l'État central français et un certain Ibrahim Boubacar Keïta de regretter mémoire aujourd'hui. En quoi est-ce que cette plainte du Mali constitue une insulte à la voix de la France? Ils ont raison. C'est plus qu'une insulte. C'est un déshabillement. Il ne peut pas seulement dire ça. C'est que ce sont des mots codés pour dire que c'est un jour de deuil. Et après, ils le disent, au regard, disent-ils, des sacrifices consentis au Sahel. On parle de 53 soldats français qui seraient décédés dans cette guerre de libération du Sahel. Donc pour eux, dire aujourd'hui qu'ils n'ont pas accompagné clairement le Mali dans cette guerre-là, paraît comme une véritable insulte. Vous vous rappelez, à la veille des indépendances, les leaders nationalistes patriotiques qui revendiquaient les indépendances, en se référant aux idéaux universalistes mis en scène depuis la constitution de la Société des Nations, pour ne prendre que cette référence, on peut citer les références occidentales qui servent d'habit à leur impérialisme, les conquêtes anglaises pour les libertés, Bill of Rights, habeas corpus, la partie des déclarations des droits de l'homme et du citoyen, n'est-ce pas? Et jusqu'à la déclaration d'indépendance des États-Unis, jusqu'à l'avènement de la Société des Nations, et même enfin de l'ONU en 1948. Mais avant ça, les révolutionnaires haïtiens, Toussaint Louverture et ses compagnons, ont instrumentalisé justement la déclaration des droits de l'homme, n'est-ce pas, les droits de l'homme et même les avancées, les révolutions anglaises pour poser le problème des esclaves. Vous comprenez ça? Donc, alors, quand les Africains faisaient ça dans les années 60, si on prend ça pour référence, c'est que les Français, les Belges, les Anglais, tous ces gens-là répondaient que vous êtes ingrats, que vous n'êtes pas digne de reconnaître les bienfaits de la colonisation. Nous, on vous a apporté les lumières de la civilisation et pour cette récompense, vous demandez de partir. Et ce même discours a été tenu par M. Emmanuel Macron à Yaoundé. C'est un hypocrite. Vous avez tout compris. C'est une tradition. Pourquoi vous en voulez à ce petit général? C'est un petit militaire. C'est un petit militaire qui exécute les ordres. Si on le dit le contraire, il va dire non. C'est un exécutant, non? C'est le petit militaire. Il faut toucher le... On est là dans les plaques fondamentales, de la structure. J'allais même dire quasi génétique, n'est-ce pas? Génétique du raisonnement des puissances occidentales à l'égard du continent africain en particulier. C'est-à-dire qu'ils ne comprendront, ils n'acceptent jamais. Ils disent que nous sommes trop ingrats. Des gens nous ont esclavagisés, on n'a pas pu leur dire merci. Que vous ne savez pas que l'esclavage était la condition nécessaire pour que votre âme soit rachetée? D'autant plus qu'on le faisait au nom de Jésus-Christ.
le christianisme colonial, vous souvenez de cette affaire. Donc, comment est-ce que vous ne pouvez pas nous dire merci parce que l'esclavage a permis que la rédemption de vos âmes. Mais la colonisation, c'était la mission civilisatrice. Comment vous êtes aussi ingrat? C'est un discours qui n'a pas changé, qui est le même depuis au moins 600 ans. Fabrice, donc, si on prend l'esclavage pour référence, c'est un discours qui est le même. Elle dit que nous dit tous les jours frapper les Africains en disant qu'ils sont ingrats, les culpabiliser, qu'ils ne sont pas reconnaissants envers les souffrances, les sacrifices extraordinaires du colon, de l'esclavagisme, du néocolonialisme et du Tintin qui a l'Élysée qui vient nous dire que nous sommes hypocrites. Donc, c'est le même discours. Donc, ce général-là, vous voulez qu'il dise quoi? Il est moulé dans ça. Il est moulé dans ça. Et deuxièmement, qu'est-ce que vous dites? Un de ses prédécesseurs a dit que nous venons au Mali pour 100 ans. Vous le trouvez son nom, vous allez voir. Quand on est là pour 100 ans, on est venu, la première fois on est venu, on est parti, cette fois-ci on ne bouge pas. C'est un militaire qui parle. Vous voyez comment ils sont moulés. Ils sont moulés dans l'esprit colonial, dans l'esprit du fascisme impérialiste. Ils sont moulés dans ça à fond. Donc ce général n'est que, ces propos ne sont que la manifestation, n'est-ce pas, d'une mentalité occidentale qui est quasi génétique désormais, hein, dans les relations qui lient l'Afrique, n'est-ce pas, à l'Occident, puis dans son ensemble, et en particulier par rapport à la France. Non, on ne va pas s'attarder dessus, parce qu'il n'a rien à dire. Il n'a rien à dire. Il parle de sacrifice vous voulez qu'on lui rappelle le traitement que les militaires africains qui sont allés libérer la France ont eu? On va lui rappeler Tcharoy. On va lui rappeler Tcharoy. On va lui rappeler le racisme au niveau même du traitement. C'est-à-dire qu'en termes de soldes, des anciens combattants. C'est-à-dire, on va leur rappeler quoi comme, regardez-moi les gens qui parlent d'injures. Mais, quand ils parlent d'injures, il faut attendre ça dans le sens qu'ils sont en train d'expliquer. L'injure, c'est qu'ils ne comprennent pas comment nous sommes si ingrats, en ne disant pas merci pour l'humanité, en plus qu'ils nous ont apporté, en nous colonisant, en nous esclavagisant. C'est-à-dire, quand ils pillent nos richesses, quand ils pillent nos ressources, ils nous font du bien. Et on doit dire, mais merci, parce que nous ne maîtrisons rien dans ces ressources-là. S'ils laissent, ça va pourrir dans le sol, parce que nous sommes des inconsistants. Nous n'apportons rien à la technologie, à l'aventure technologique mondiale. Nous n'apportons rien. Donc, pourquoi on peut revendiquer la matière première? C'est grâce à la technologie, n'est-ce pas, que les matières premières ont de la valeur. Tout ça, ce sont des présupposés non dits, mais qui sont au cœur de leur action. Il ne vous dira pas que depuis que la France s'est installée au Mali, elle a une première puissance en termes d'or qu'elle ne produit, qu'elle n'a pas dans son sous-sol. Il ne dit pas que la France vole les mines. Vous allez voir dans les jours qui viennent, les vérités vont sortir. C'est le pillage, quand M. Le Drian, qui est désormais un véritable brigand, n'est-ce pas? Quand M. Le Drian, on espère que la plainte va aller au bout contre lui. D'ailleurs, qu'elle aille au bout ou pas, le fait est déjà là. On lui a porté plainte au Mali, il a dit qu'il plaide au Mali. Donc, quand M. Le Drian, comment est-ce que je voulais dire ça? J'ai perdu le fil de mes cités. Quand M. Le Drian dit que la Russie se paye sur la bête. Non, c'est-à-dire, il remplace la Russie par la France. C'est ce que la France a toujours fait. Donc, dans sa tête, il est traumatisé, il pense que non, la Russie se sert sur la bête. Mais ils ont passé le temps à se servir sur la bête. Alors ce général-là, il réclame quoi? Ça parce que les militaires qu'on est obligé d'être un idiot. Ça parce qu'on est un général militaire qu'on est obligé de fermer les yeux, de tuer sa conscience, parce qu'on défend ça. Un État impérialiste, même pas son peuple, mais un État impérialiste. Donc il raconte quoi? Donc, la France s'est toujours payée sur la bête. Alors, il ne faut pas accuser la Russie dans les fantasmes. La France, il y a les preuves. Il y a le franc CFA. C'est quoi le franc CFA? Ce n'est pas le paiement direct sur la bête. Monnaie nazie. Les accords secrets de coopération, c'est quoi? Voilà les preuves. Quand on dit que la Russie se sert sur la bête, apportez les preuves. Il est normal que les pays africains qui traitent dans un partenariat sérieux, solide et égalitaire avec la Russie, disent que bon, ok, ta présence ici, en retour, nous donnons ça. C'est normal. Mais c'est pas pareil avec le franc CFA, monnaie nazie. Mon cher Doum, c'est pas pareil avec les accords secrets, on te les publier, secrets de coopération qui ont longtemps lié la France
à ces colonies, n'est-ce pas, où les sous-sols sont confisqués par la France, où on vous a interdit de vendre, n'est-ce pas, les matières premières de votre sous-sol à un autre pays sans l'autorisation de la France. Ce sont des faits. Vous comprenez? Alors, ce ne sont pas les entreprises russes qui ont colonisé l'espace économique africain. Ce sont les multinationales françaises et occidentales. Ce n'est pas la Russie qui a voté une loi, mon Dieu, en plein 21e siècle. Et là, je convoque l'État criminel néo-nazi américain, n'est-ce pas? Ce n'est pas la Russie qui a voté une loi qui nous interdit, nous, Africains, de coopérer avec les Américains. De coopérer les Russes. Non, j'ai dit, quand il dit les Russes, je sens que c'est une démarche. J'ai dit que les Russes n'ont pas voté une loi pour dire qu'on interdit aux Africains de coopérer avec leur partenariat. Absolument. C'est un État terroriste qu'on appelle les États-Unis qui, en plein 21e siècle, ose voter une loi, écrire, penser, élaborer une loi, élever ça au niveau d'une politique étrangère qui nous interdit, nous, Africains, de collaborer avec qui on veut, de traiter avec la Russie, ce point de sanctions, mais pendant que les Américains, eux, ils collaborent avec la Russie en pleine guerre d'Ukraine, ils achètent l'uranium chez les Russes, les céréales et beaucoup d'autres choses, n'est-ce pas? Et il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez très bien qu'il ne s'agit pas de raconter des histoires, il faut apporter les preuves de ce qu'on raconte. Il faut apporter les faits. Ce ne sont pas les Africains, ce n'est pas le Mali, n'est-ce pas, qui organise le mercenariat au niveau international, qui a élevé le mercenariat au niveau d'une pratique internationale, n'est-ce pas, qui crie sur tous les toits pour citer les entreprises de mercenaires qui sont liées à l'Occident. Ce sont les Français qui matin, midi, soir crient Wagner, comme si elle dit Wagner matin, midi, soir, alors que, ça dit que ceux qui ont pratiquement, comment on dit ça? Ça dit que légitimer sur le plan quasi juridique l'existence de sociétés militaires privées, mais ce n'est pas la Russie qui a inventé ça, et c'est les Occidentaux. Tout à fait. Donc vous voyez qu'on est dans une posture d'hypocrisie, de manipulation. On est dans les opérations de programmation neurolinguistique. Ce sont des programmes qui sont pensés, élaborés au niveau de la CIA, et ils sont mis en œuvre dans des pareils champs d'opération comme ceci. Quand vous voyez un général vous dire ça, vous voyez que c'est le jeu? Non, on est dans la programmation mentale. C'est-à-dire qu'il faut toujours répéter. À force de répéter, on allie le soft power et le hard power pour nous imposer une idée. Les médias versent des bombes médiatiques, un déluge de bombes, n'est-ce pas, en termes d'information qui visent à programmer vos esprits, n'est-ce pas? Ils sont dans ces programmes-là. Bon, comme ils ont stéréotypé, ils sont simplement surpris parce que ce n'est plus l'Africain qui est en face d'eux. Et comme ils ne sont pas préparés, c'est un anachronisme même qui nous surprend nous-mêmes. On se rêve à dire que mais, comment des gens comme ça même peuvent nous dominer? Tellement ils sont même bêtes. Comment des gens aussi bêtes ont pu nous dominer? C'est-à-dire aujourd'hui, quand on se place, quand on regarde le comportement des dirigeants occidentaux, on dit que dans la fainéantise aujourd'hui, quand on parle, on dit que non, le président Malakani insulte. Suivez les médias français à l'heure actuelle, les médias européens, ils disent tout ce que les dirigeants, ils disent que mais, partout, ils se demandent que mais, comment a-t-on pu faire pour être dirigé par les gens aussi cons? C'est-à-dire que l'analyse des sanctions imposées à la Russie, qui se retourne contre l'Europe aujourd'hui, n'est-ce pas? Et ils sont obligés la nuit d'aller acheter le pétrole russe. La nuit. En mer, on transfère le pétrole des bateaux russes aux bateaux européens pour alimenter l'Europe. Et le prix est 2 fois plus cher. Le prix est 2 fois plus cher. Donc vous voyez que ça dit que les Européens se demandent de plus en plus que comment peut-on expliquer le fait que von Leyen soit une dirigeante européenne, que M. Macron soit un président d'un pays en Europe, qu'on ait des dirigeants comme ça, les Trudeau et consorts, ils se posent des questions. Hein. Et du coup, nous aujourd'hui on se demande que attends, mais quand même, qu'est-ce qui s'est passé pendant 600 ans, si on prend ça pour référence? Comment les gens ont même pu, comment des gens comme ça ont pu le dominer? Mais ils ne sont même pas intelligents, on se rend compte qu'aujourd'hui, mais attendez, il n'y a rien. Les gars ont des programmes arrêtés, ça n'a pas bougé depuis des siècles, sur l'idée qu'on se fait des Africains, on applique les mêmes méthodes, les mêmes stratégies, et ça a marché, maintenant ça ne marche plus. Et comme eux-mêmes ils ne sont pas prêts à un nouvel type d'Africains, ils sont perdus. Donc, vous voulez que ce général dise quoi? Donc, à sa place, vous allez dire, vous voulez qu'il vienne vous dire que, bon, le Mali, vous avez raison, nous avons fait ce que vous dites là, excusez-nous, ne pas dire ça. C'est la fuite en avant jusqu'au bout. D'accord. Président, il y a un élément commun qui lie
toutes les opérations françaises, du moins la MINUSMA sur le continent africain. C'est ce que dénonce d'ailleurs la plainte des autorités de Bamako sur la violation de l'espace aérien. On se rappelle qu'il y a eu, parlant du Cameroun, je dirais pas une brouille, mais il y a eu, disons-le comme cela, une véritable brouille autour du renseignement aérien à un moment donné où le gouvernement camerounais était obligé de faire volte-face face à, je veux dire, à la dureté des coups que cela importait. Aujourd'hui, le cas du Mali, le Mali qui fait face donc à ces violations répétées de son espace aérien. Dans la résolution lors de la dernière Assemblée générale, lors de la dernière réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, lorsqu'on a renouvelé le mandat de la MINUSMA, il était désormais question pour la MINUSMA de travailler en étroite collaboration avec les autorités de Bamako. Ces derniers avaient refusé désormais un quelconque appui aérien de la part de ces derniers. Est-ce qu'il y a un enjeu particulier autour de cette affaire, président Wanakame? C'est un enjeu stratégique. C'est-à-dire que le contrôle aérien dans un théâtre de lutte ou de guerre antiterroriste, entre guillemets, n'est-ce pas, le contrôle de l'espace aérien est capital. C'est capital parce que ça permet d'articuler dans le cadre de guerres aujourd'hui qui sont hybrides, c'est-à-dire des guerres aujourd'hui où les drones jouent un rôle essentiel. Ça permet d'articuler les actions, n'est-ce pas, en matière de télécommunication militaire, n'est-ce pas, de connexion et d'interaction en termes de communication militaire, d'articuler des opérations comme celles qu'on a vues à Kati. C'est-à-dire qu'il y a une coordination numérique, n'est-ce pas, des opérations qui font que le contrôle de l'espace aérien est extrêmement important. Le suiveur de l'espace aérien est capital. Quand des gens ne peuvent pas suivre l'espace aérien malien avec leurs drones, par exemple, ils sont paralysés puisqu'il y a des drones à partir desquels on coordonne les actions qui permettent d'échapper à des contrôles classiques, n'est-ce pas, à des formes de contrôle classiques. Donc, vous avez des drones qui sont qui n'ont pas de pilote, qui permettent d'agir, n'est-ce pas, et qui peuvent même à un moment donné échapper à toute réelle immatriculation en termes de dire que bon, ok, c'est tel pays qui est derrière ce drone, c'est tel pays qui est derrière cette opération-ci est placée sous telle bannière, qui est responsable, machin et consort. Donc les enjeux sont clairs. Les enjeux sont clairs. La question des droits de l'homme est importante. Vous savez qu'on peut manipuler les images satellitaires à tout point de vue, on peut manipuler les images qu'on a filmées à partir des drones. On a vu ce qui s'est passé au niveau du camp de Gossi avec ces images où voilà. on avait l'impression que des êtres humains étaient en train d'ensevelir d'autres. Voilà, vous voyez, des choses comme ça sont possibles à partir d'une certaine hauteur aérienne qui permet, n'est-ce pas, d'articuler des photos et des films qu'on tourne dans des studios complètement préfabriqués, n'est-ce pas, pour créer des fake news, n'est-ce pas, des fake news, n'est-ce pas, qui sont suivis d'images de manipulation. Alors le théâtre que nous a montré, c'est tout ce que passe le temps à faire ce type qui appelle Zelensky. Il passe son temps à faire ça. Là maintenant, la dernière, c'est la centrale nucléaire. Il bombarde la centrale nucléaire pour accuser la Russie. Vous voyez les enjeux, n'est-ce pas, du contrôle de l'espace aérien dans un contexte comme celui-ci. C'est pour ça que le Mali ne joue pas avec ça. Et il faut que les gens respectent les procédures qu'ils ont élaborées dans le cadre des accords qui lient les États à la MINUSMA, aux missions des Nations Unies. Est-ce que ça doit être aujourd'hui la seule responsabilité du Mali, puisque la Guinée équatoriale également, ça fait pas longtemps, a intercepté un avion, un aéronef pareil qui survolait son territoire sans toutefois avoir une quelconque autorisation. Et donc on peut comprendre aujourd'hui que nous sommes à la merci de l'Occident avec ces drones et ces aéronefs qui survolent les territoires africains avec des missions dont nous sommes jusqu'ici ignorants. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Je vous ai parlé, quand on parle le gouvernement, c'est pas seulement vrai au niveau des avions militaires. Le système SWIFT, c'était quoi? SWIFT, à partir du on a voulu asphyxier la Russie. C'était quoi? Vous voyez, je vous parle de ça. Le gouvernement technologique, où désormais vous gouvernez par les algorithmes. Si vous ne maîtrisez pas les algorithmes, vous êtes mort. Parce qu'à partir des algorithmes, n'est-ce pas, de la connectivité. La connectivité, c'est-à-dire que tout est possible. Tout est possible et à partir de là, vous êtes désarmé, vous ne pouvez rien faire.
vous ne pouvez rien faire. Parce que c'est un espace, n'est-ce pas, où il y a un décalage entre les capacités à légiférer au niveau des pays africains et le niveau d'avancement de la technique, par exemple, à la matière. Donc, si même un pays africain veut légiférer, il va légiférer sur la base de quoi? Lui qui n'a pas une bonne maîtrise, n'est-ce pas, en termes de maîtrise de l'évolution technologique en la matière, si on prend le cas des drones. Donc vous voyez comment il y a une espèce de coordination digitale et numérique du monde qu'on est en train de mettre en place dans le but justement d'entrer dans ce qu'on appelle la data démocratie, c'est-à-dire la data dictature, qui est la maîtrise des données. Alors maintenant, si à ce niveau-là, vous ne maîtrisez pas les données, parce que vous êtes faible au niveau de ce qu'on appelle le gouvernement numérique, vous êtes faible au niveau de ce qu'on appelle justement le gouvernement numérique, le gouvernement digital, mais c'est-à-dire que vous êtes à la merci. L'enjeu est profond, là. L'enjeu est profond. C'est pour ça que nous appelons depuis très longtemps à ce que les Africains s'asseyent et relisent l'ensemble du droit international. C'est de cela qu'il s'agit. Je ne parle même pas de la bataille numérique, de la cyberguerre. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. La cyberguerre où nous sommes complètement, n'est-ce pas, largués. On n'existe même pas. Elle dit que, aujourd'hui, mais le cyberspace est un champ de guerre extraordinaire, à partir duquel on peut désarticuler une armée, déstabiliser un pays en un temps record. Vous n'avez qu'à voir l'impact des réseaux sociaux dans les pays africains. Et à ce niveau, vous observez une chose. Si, au niveau des réseaux sociaux, les États africains sont comme ils sont là, c'est-à-dire qu'ils ne s'intéressent même pas en termes stratégiques, mais vous retrouvez avec des contenus dans les réseaux sociaux qui sont complètement contrôlés par vos ennemis. Parce que Facebook, YouTube ont le droit de censurer quiconque dit un mot qui ne plaît pas. Et les États africains laissent faire. Ne comprennent pas qu'ils doivent se battre à ce niveau-là pour la protection de la liberté d'expression de leurs citoyens. Vous dites une chose, mais ce que fait Facebook, c'est impensable. C'est impensable. Monsieur Macron et monsieur Ouattara, si on prend leur cas, censurent tous les contenus qui mettent en exergue au niveau des réseaux sociaux, n'est-ce pas, les crimes. Ils censurent. Face à ça, le citoyen a quel pouvoir? Lorsqu'un citoyen africain est devant sa plateforme numérique, il est là. Il veut communiquer, on censure. Il est désarmé. Mais c'est grave, ça c'est pire que la dictature. C'est du nazisme numérique. Tu es désarmé, on t'interdit de parler. On te bloque. Quels sont les États, quel est le rôle que font les États pour garantir la liberté, n'est-ce pas, d'expression cybernétique de leurs citoyens? Mais il y a un enjeu de guerre extraordinaire à ce niveau parce qu'on peut publier les manipulations mentales, les fausses informations, ça se joue là-bas. Vous comprenez? Donc, les enjeux, c'est vrai pour les réseaux sociaux, mais c'est vrai au niveau, n'est-ce pas, de la circulation des drones, et la gestion de l'espace aérien. Alors, c'est encore plus grave au Mali parce qu'à un moment donné, ces gens se sont crus dans leur salon parce que tellement ils étaient sûrs que vraiment, ça dit c'est fini pour le Mali, ils sont chez eux. La France est mal à appeler les gens comme venons de faire une conférence de Berlin ici. Venez ici, on a fait une conférence de Berlin ici. C'était Satakouba, parce que comme le pôle le Congo est trop grand pour moi seul. Donc si je ne vous le fais pas vite, même par jalousie demain, vous allez vous le tourner contre moi, vous allez vous unir contre moi pour qu'on partage le butin. J'anticipe, venez, on se partage le Mali. Quand vous regardez le cas de Barkhane, mon chef Fabrice, comment permettre que dans le Sahel, une ville militaire soit créée pratiquement par la France? Mais quand vous regardez les tonnes de matériel, les hectares que le Barkhane occupait, mais vous vous demandez que, mais attendez, mais on vient de loin. Mais si quelqu'un peut nier que Dieu existe, mais il a un problème. Là, on voit la main divine. On voit la main divine sur le théâtre du Sahel, mais c'était une ville militaire. Barkhane, c'est une ville militaire. Et les Français sont en train de transporter sur leur tête une ville militaire. Ils vont au Niger, ils vont partout. Bon, à fois, on va les chasser partout, ils vont s'écrouler sur le poids de leur ville qui porte désormais sur leur tête. Mais comment vous admettez que, mais comment on a pu faire tout ça? Et les Africains étaient là, ils regardaient. Vous voyez les enjeux. Donc, et du coup, il survolait le Mali, l'espace du Mali comme il voulait, et il survolait le Sahel comme il voulait. Ils ne comprennent pas que, mais on vient de dire que monsieur, désormais, pour bouger ici, il faut une autorisation du gouvernement.
il faut l'autoriser. Ils ne comprennent pas. Mais pourtant, ce sont les textes, hein. Ce sont les conventions qui le disent. Donc l'enjeu, il est là. Donc la France a manœuvré à l'ONU, donné un mandat à l'aménagement pour faire les enquêtes, pour couvrir justement, au nom d'aller faire les enquêtes, les déplacements des drones, on va aller enquêter, machin, comme ça. Et d'habitude, c'est toujours un général français qui est le patron de l'aménagement. Vous voyez ça? Donc les enjeux sont clairs et l'État malien a bien fait d'être extrêmement vigilant. Et l'histoire, pour ne pas dire Dieu, qui veille, n'est-ce pas, sur le monde désormais et qui désormais est un acteur majeur de changement dans le monde pour ceux qui ont la foi. Hein. Ceux qui ont la foi, c'est que moi j'articule tout ça. Pour ceux qui ont la foi, vous voyez comment on a fait un plan pour renverser le régime malien. Le plan se retourne contre ceux qui l'ont mis en œuvre. Que ce soit l'affaire des 49 mercenaires militaires ivoiriens, que ce soit les attaques de Kati, que ce soit le mandat de l'aménagement que la France a exigé pour aller faire ses soi-disant enquêtes avec ces ONG de la PEG qu'on appelle ONG internationale. Tout ça est en train de se retourner aujourd'hui contre la France, mais plutôt en faveur du Mali. Alors, puisque le renseignement aérien va donc clairement être terminé pour la France, est-ce qu'on peut voir cette recrudescence des actes terroristes qui avait floraison depuis un mois revenir à une dimension la plus simple possible? Non, il ne reste que la France qui a activé ces terroristes, c'est ce qu'elle va faire. Parce que vous voulez qu'elle fasse quoi? Elle va faire ça. Et elle le faisait, si on s'en tient au communiqué du ministre Abdoulaye Diop, de ses positions aériennes pour mieux orienter ces terroristes. Est-ce que maintenant qu'ils n'ont plus ces informations-là, est-ce qu'ils seront plus assez vulnérables? Oui, ça va avoir un impact. Évidemment, ça va avoir un impact. Moi, j'appelle ça l'articulation au niveau de leur stratégie militaro-terroriste. C'est-à-dire articuler les attaques terroristes avec le mouvement des drones. Oui, on dit de l'enseignement militaire, moi j'appelle ça comme ça, mais on dit la même chose. Évidemment que ça va avoir un impact. Mais ils vont essayer de trouver d'autres astuces, par exemple dans la région de Trois-Frontières, à partir du repli de Barkhane au Niger, ils vont lâcher les terroristes pour agir en désespoir de cause. Je dis bien en désespoir de cause. On va aller s'asseoir et dire que c'est fini. Non. Les Français sont dans un étau. Ils ont d'ailleurs annoncé l'escalade terroriste au Mali après le départ de Barkhane. Mais tout à fait, c'est-à-dire ils annoncent le plan qu'ils vont faire. Mais comme je l'ai dit, le régime malien est solide. Ils l'ont démontré avec l'affaire de Kati, l'attaque de Kati. L'État a dit aux Maliens d'être tranquille. Ça fait ce qu'on. Et les vérités sortent. On les a pris, on a pris des terroristes, on a pris des forces spéciales, on a attrapé tous ces gens-là, on les a arrêtés. Ça a échoué. L'affaire des 49 militaires, on les a accueillis comme excusez-moi du mot, comme des porcs. On les a accueillis comme des porcs. Et aujourd'hui, ils sont jugés. Et aujourd'hui, le Mali est en train d'apporter au Conseil de sécurité des Nations Unies la preuve que la France est derrière les terroristes. Alors, et ça, c'est la dimension tactique dans la démarche de le régime malien. C'est la guerre, hein? C'est la continuité de la guerre. L'affaire d'apporter les preuves au Conseil de sécurité, ce n'est pas seulement une affaire diplomatique, c'est la guerre. Parce que, à partir du moment où la France, dans le désespoir, va relâcher ses chiens terroristes, pour justifier, pour démontrer à tout prix que Barkhane était nécessaire, mais le Mali a anticipé et a apporté une action militaro-diplomatique, j'appelle ça comme ça, au niveau du Conseil de sécurité, pour dire que, vous voyez, voici les terroristes, voici le vrai chef des terroristes, voici celui qui couvre les terroristes, voici celui qui est derrière les actions terroristes. Ça casse un peu la stratégie française. La France est à l'étroit. Voilà qu'en plus, en même temps, les populations sont dans la rue au Niger. Pour dire qu'on ne veut pas de Barkhane ici, je veux dire qu'ils vont transporter leur ville militaire sur leur tête. Ils vont finir par s'écrouler sur le poids de leur propre ville. C'est là qu'il s'agit. Parce que les populations au Niger sont en train de dire on ne veut pas de Barkhane ici. Ce n'est pas une personne, ce sont des milliers de gens dans la rue. Ce n'est pas un mouvement qui va s'épuiser, contrairement à ce que pense la France. Et là encore, ça met sur la table la nature de l'État nigérien et celui qui le dirige, M. Bazoum. Les ennemis de l'Afrique qui trahissent aussi d'une manière aussi grossière le continent. Ils le honte, M. Bazoum. Ça pose encore ce problème-là. Donc, la France est à l'étroit, vous comprenez? Et vous savez, moi je vais vous dire une chose. Ils n'ont pas le monopole de la gestion des drones.
des renseignements militaires par drone. Ils n'ont plus le monopole. L'État malien s'est préparé. Au nom de l'Afrique et pour l'Afrique, l'État malien s'est préparé à des capacités militaires aujourd'hui qui lui permettent de surveiller son territoire, de surveiller son espace aérien. Alors maintenant, le Mali a dit, désormais nous allons défendre notre espace aérien, y compris en abattant ce drone-là. Vous comprenez? C'est pour ça que je lis dans la boue de cristal, parce que c'est pour ça qu'on va à l'ONU. C'est là le nœud gordien. Si jamais les avions militaires français sont abattus au cœur du Sahel, sinon au Mali, est-ce que on ne va pas monter un cran dans ce conflit? Mais je l'avais dit depuis, vous vous souvenez ici, j'ai dit ici que l'État malien doit se préparer à la guerre. Je l'ai dit, à la guerre. Ça va être, la guerre est là, c'est même pas un débat. Mais quand on l'a dit, c'est pour que l'État malien se prépare. Mais la France sait très bien que si elle déclenche une guerre contre le Mali, elle ne s'en sortira pas. Elle ne s'en sortira pas. Même si, quand on dit la France contre le Mali, c'est quoi? C'est le Niger qui va appuyer sur la Côte d'Ivoire. Mais ce sera la fin de la France, c'est-à-dire d'une manière catastrophique. Les Français le savent. Hein. Ils le savent. Donc, si le Mali abat un drone français sur son territoire, qui va venir reprocher au Mali d'exercer la souveraineté de son territoire? Qui? Et là encore, le caractère néocolonial, le caractère impérialiste, le caractère sauvage, le caractère bandit, c'est-à-dire c'est le banditisme international de la démarche française dans le Sahel, c'est là encore plus clair pour tous les États épris de justice dans le monde entier. Ça va contribuer à isoler davantage la France. Isoler davantage. Ils n'ont pas honte, mais ça permet de consolider, n'est-ce pas, le camp des partenaires du Mali, le camp des amis, n'est-ce pas, du Mali dans le monde, qui verront que c'est inacceptable ce qui est en train de se passer. Le Mali s'est préparé. Vous croyez que la France n'a pas la... C'est-à-dire que sur le plan militaire, on parle, la puissance, ils ont dit, gueule là, que oui, nous avons achevé notre opération de déménagement dans les règles de l'honneur, parce que Macron s'agitait, il dit que si on touche un soldat français pendant ce déménagement, mais le Mali avait quel intérêt à toucher un soldat français? On vous a dit, partez, vous partez. Vous partez, il ne s'agit pas de partir dans l'honneur, non, on vous a dit partez. Partez. Est-ce qu'avant, c'est quel honneur? Mais quand il n'y a pas d'honneur, on vous a chassé, on vous a dit de partir, on vous a donné 6 mois. Et vous avez respecté les 6 mois qu'on vous a donnés. Maintenant, le Mali n'est pas un État sauvage. Pour dire que, bon, ok, pour vouloir... La démarche du Mali n'a jamais été d'humilier la France. C'est la France qui s'humilie elle-même par sa politique de criminelle à l'égard du Mali. Est-ce que le Mali a pour programme politique d'humilier la France? C'est pas de ça qu'il s'agit. Vous voyez comment les gens masquent leurs échecs en inventant, en créant en faisant de la diversion. La diversion stratégique. On déplace des problèmes. Le Mali n'a jamais eu pour démarche politique d'humilier la France. C'est la France qui a été la première à dire que je pars, j'arrête la coopération avec le Mali de manière unilatérale. C'est-à-dire l'Hambourgien qui est à l'Élysée, quand il a ses crises de folie, il raconte tout n'importe quoi. Il a été le premier à dire ça. Le Mali a seulement pris acte. Et Choguel Maga est allé dire à l'ONU qu'on nous a lâché en plein, jusqu'à là, observer la graduation du discours à demande de l'État malien. Quand un premier ministre dit à l'ONU que bon, on m'a lâché en plein vol, il y a quoi de mauvais dedans? Mais pourquoi ça rend la France folle? Pourquoi l'État français va devenir fou? Parce qu'un premier ministre a dit qu'on a lâché en plein vol. Il y a quoi dans ce groupe de mots d'humiliants, de si anxiogènes pour rendre l'État français fou? Mais la France est devenue fou. Elle est devenue folle. Parce que Choguel Maga l'a dit, le Premier ministre malien l'a dit à l'ONU, on a lâché en plein vol. Regardez la graduation. Bon, maintenant, à l'issue de ça, M. Macron est devenu fou. Fou. Comme son ami Zelensky, on ne sait pas ce qui les rend fous. Hein? Ou bien ce sont des prises, bon, hein? Certaines prises que les gens, auxquelles les gens s'adonnent. Il est devenu fou, n'est-ce pas? Il dit un matin, ça va. Ben, quand c'est terminé. 2 jours après, il vient dire que non. Après, non, c'est terminé. Le Mali a seulement pris acte. Ok. Comme tu as dit que tu as rompu de manière unilatérale nos engagements, ce que nous n'avons jamais fait. Par respect pour la parole de l'État malien et par respect pour la puissance moyenne que tu es. Nous n'avons pas. Maintenant, comme tu as dit que tu pars, nous n'avons pas le genre de filles qui supplient les shows, comme on dit au quartier. C'est que dans le quartier, il y a certains amants de femmes là. Vous voyez souvent là, ils font le chantage, ils disent bon, je vais faire la relation pour que la femme vienne supplier. Hein.
c'est vrai pour la femme, c'est vrai pour l'homme. Pourquoi tu viens supplier? Quand elle joue son cinéma, elle voit que tu ne bouges pas. Elle revient après dire que je n'ai pas dit ça. J'ai pas... Tu dis que mais tu as dit, non, j'ai dit ça, mais je ne voulais pas dire ça. Hein? Ouais, je ne voulais pas dire ça. Non, le Mali a dit que ça va. Comme tu as rompu le mariage, ça va, je ne reviens plus. Vous voyez? C'est dans ça que la France s'est retrouvée. Le Mali est allé pas à pas. Après, il a expulsé l'ambassadeur. Vous comprenez? On sait pourquoi. C'était pas l'ambassadeur, c'était un voyou. Après, on a fermé RFI et France 20. Mais quand c'est rendu là de l'activité. Aujourd'hui, ils sont en train de se plier, ils sont devenus tous les jours l'État malien pour dire que oui, on a compris, on va voir ce que oui, on va changer, machin. L'État malien les regarde. Regardez la graduation. La démarche malienne n'a jamais été d'humilier la France. Vous savez, c'est à la faveur de l'expulsion de l'ambassadeur de France au Mali que les Africains ont su qu'on avait chassé l'ambassadeur du Mali en France depuis très longtemps, depuis au moins 2 ans. Vous voyez, l'État malien est resté tranquille pour ne pas humilier une puissance moyenne. Puis on dit qu'il faut respecter un peu, entre guillemets, un grand. L'État malien est resté cool. Maintenant, la France s'est humiliée elle-même parce qu'elle n'est dirigée par des incompétents, mon cher Ndom. Des gens qui ne sont pas à la hauteur de la fonction. Des gens qui ne sont même pas en mesure d'analyser la dynamique de l'évolution de la vocation de leur pays dans un champ international en mouvement, donc incompétent, feignant. Voilà le malheur de ce pays-là. Comment vous prenez, regardez, depuis Mitterrand, criminel, mais une certaine élégance dans le crime, une certaine odeur dans l'auteur et l'envergure dans le crime. Criminel, Mitterrand. Chirac, criminel, mais ayant quand même une certaine mesure parce que connaissant le niveau d'interaction nécessaire pour maintenir le rang de la France, il savait quelle ligne n'est pas franchie. Mais depuis alors, commencez par Sarkozy, un gangster de rue. Sarkozy. Après Sarkozy qui, M. Hollande, il suivait les petites à moto. C'est-à-dire, il porte la culotte, il prend la moto, il va courir derrière Gaillet. C'est-à-dire, du voyoutisme. Regardez très bien le rabaissement continu de la fonction présidentielle en France. Vous allez comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Le rabaissement à travers l'accession à la fonction présidentielle en France de n'importe qui. Des gens sans envergure, qui ne connaissent pas l'importance de l'interdépendance et des interrelations qui permettent à un pays comme la France de parler fort dans le monde. C'est-à-dire que même si les Africains se sont tus, les Africains vous laissent faire, mais il faut franchir certains lignes rouges. Les dirigeants africains acceptent de jouer le jeu, mais il revient à vos dirigeants de savoir que, attention, les lignes rouges non écrites, il ne faut pas les franchir. Il ne faut pas passer à un niveau d'humiliation inacceptable. Okay. Mais alors vous avez vu, n'est-ce pas, comment Sarkozy, Hollande, M. Macron, le niveau d'abaissement de la fonction présidentielle. La France, les pays occidentaux sont désormais dirigés par des voyous, des incompétents. C'est clair. Et ça ressort dans la gestion de dossiers maliens. Mais est-ce que la France est obligée de gérer ce dossier comme ça? Il aurait suffi d'un peu de hauteur en termes de diplomatie, d'un peu de hauteur en termes de pédagogie des relations bilatérales entre les États, pour qu'on évite ce qu'on voit là. Mais ils ne peuvent pas. Donc, ce n'est pas leur niveau. C'est pas leur niveau. Quand des financiers remplacent les politiciens, quand des traders deviennent chefs d'État, quand quelqu'un qui est spécialisé en fusion des entreprises, en fusion achat, devient président, il comprend quoi aux subtilités de la politique? Il comprend quoi aux enjeux de la politique? Qu'est-ce que ce Macron peut comprendre aux enjeux de la politique? Il comprend quoi? Il pense que la politique, un État, c'est une entreprise qu'on dissout dans les algorithmes en termes de calcul de cotation. C'est ce qu'il croit. Mais il s'agit des nations, monsieur, où des milliards de personnes sont en jeu, avec leur dignité, avec leur histoire, avec leurs aspirations pour l'avenir. Un monsieur qui est habitué à faire les fusions achats dans le cadre des cabinets de Rothschild, il comprend quoi pour le président d'un pays comme la France? Ça part de là. Hein? Vous avez von Leyen, l'Union européenne, une déréglée mentale. C'est pas une injuste, tout à fait. Hein? Elle a faussé ses diplômes. Toute sa vie sur le fond. Il corrompu de haut niveau en Allemagne. Elle est sur le coup de poursuite judiciaire. Elle et son mari ont des intérêts, ont des croisements, des
délits, des intérêts extraordinaires dans des dossiers liés au vaccin qu'il gère. Elle fait signer des contrats jamais vus à l'Union européenne dans le cadre de l'attribution des marchés des vaccins. Mais c'est qui est président de l'Union européenne. C'est-à-dire que la racaille est chassée en Allemagne, mais elle trouve comme point de chute l'Union européenne, qui se présente comme étant le centre de civilisation en termes de valeurs le plus avancé du monde. Mais qui a pour président de commission Ursula von der Leyen. Comment est-ce que vous expliquez le décalage qu'il y a entre les ambitions affichées d'une institution comme l'Union européenne et la personne qui assure la présidence de l'Union européenne? Vous allez comprendre pourquoi vous avez cette catastrophe-là. Vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi on ne peut pas discuter avec le Mali? Pourquoi on ne peut pas s'asseoir, dialoguer avec un État, mettre les problèmes sur la table, laisser de côté les fanfaronnades racistes, l'arrogance et tout, et s'asseoir, et garder les problèmes en face. C'est de cela qu'il s'agit. Et à ce niveau-là, vous avez en face des dirigeants maliens, très dignes, qui savent où ils vont, qui respectent les engagements internationaux. La preuve, le communiqué public, où le Mali dit à ses partenaires que je paye mes dettes. Tout à fait. Si je n'ai pas payé, c'est parce que M. Macron, l'Union européenne, a donné l'ordre à leur valet de la CEDEAO de me mettre sur en bas. Maintenant que c'est levé, je paye vos dettes. Tout à fait. Vous voyez comment les militaires gèrent bien? Tout à fait. Comment ils sont sérieux en face? Ils ont des gens qui connaissent même pas ce qu'on appelle un engagement bilatéral. Au point où un petit garçon vient rompre une relation bilatérale, comme ça, sur la base de ses crises de nerfs, comme ça, en plein jour, et après il est surpris, après il se plaint. Il pleure partout que le Mali, c'est une junte, n'importe quoi. C'est de là qu'il s'agit. Merci à vous, Président Mbadakani. On n'aura pas vu le temps passer, le temps d'ailleurs à nous imparti est presque arrivé dans le cadre de cette édition d'appel sur le continent. On aura donc apprécié avec vous la teneur géopolitique de cette plainte des autorités de Bamako au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, en attendant d'y voir un peu plus clair, mais surtout de la mise en place de cette réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies afin que toute la lumière soit faite sur ces violations répétées, mais surtout délibérées de l'État de la France sur son territoire, sur le territoire malien. Toujours est-il que du côté de Bamako, on est désormais prêt à abattre tout avion qui survolerait à partir des jours qui arrivent donc le sol malien. Merci, Président, de nous avoir accompagnés. Nous sommes au service de l'Afrique. Et pour accompagner un processus aussi important comme le processus qui a cours au Mali, qui concerne tous les Africains. Le Mali est devant, mais c'est l'Afrique qui est dans la bataille. Donc tous les Africains sont maliens. Tous les États du monde et les peuples du monde qui sont épris de véritables libertés sont maliens. Et la frontière qui sépare désormais la géopolitique mondiale, c'est d'un côté tous les peuples de la terre épris de liberté, de justice, et d'un côté les ennemis de l'humanité, l'Occident, dirigé par l'OTAN et les USA et l'État américain actuel, n'est-ce pas, porté par les démocrates, qui sont les ennemis de fait de l'humanité en général, mais surtout les ennemis du continent africain. Donc cette frontière-là est désormais la frontière qui sépare, n'est-ce pas, les camps géopolitiques à l'œuvre dans le continent et dans le monde. Donc les camps, les choix d'appartenance sont clairs. Moi, je dis, il y a des gens qui disent que bon, ni pour, ni contre machin comme ça. Ça va pas tenir parce que pour les Occidentaux, quand vous n'êtes pas avec eux, vous êtes contre eux. Merci à vous, Président Mbadakani. On n'aura pas ouvert le standard le temps de cette édition, mais on y reviendra très certainement afin de vous permettre d'avoir votre part de contribution d'idées dans ce fait d'actualité. Stop le fin d'appel sur le continent édition de ce 19 qui sera fait. Merci de rester en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Bonne soirée à tous. Afrique Média. Le monde, c'est nous. Bonsoir Afrique Média, vous êtes les meilleurs. Oui, bonsoir monsieur, je suis monsieur Teka. Bonsoir monsieur, Afrique Média. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne. Afrique Média.